Sur le sujet en plénière, le premier thème, c'est la couverture complémentarité terrestre satellite. Et je donne la parole pour le réseau terrestre à TDF. Bien, merci. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, bonjour. Jean-Louis Mounier, directeur industriel de TDF. Et donc, pour ouvrir ce débat sur la complémentarité de couverture, je vais d'abord vous rappeler, vous dresser un portrait de TDF et vous rappeler notre identité parce qu'elle peut aussi, au travers de notre exemple et de notre histoire, donner des éléments pour préparer la transition numérique. Puisque nous avons été créés il y a 35 ans, nous sommes passés donc d'un monopole d'État, puis séparés, donc devenant une société publique-privée, et puis aujourd'hui une société 100% privée, à la fois avec des fonds souverains comme la BPI France, mais aussi des fonds anglo-saxons. Donc nous sommes un opérateur d'infrastructure qui a vocation d'assurer à la fois le transport des signaux et leur diffusion. Alors, nous avons participé aux transformations, comme je le disais, au travers de différentes expériences, puisque dans notre ADN, en fait, toute l'histoire de la télévision se trouve inscrite, avec nos 2000 ingénieurs et techniciens impliqués au travers de toute l'Europe. Nous avons assuré la transition du noir et blanc à la télécouleur, de l'analogique vers le numérique. Nous sommes d'ailleurs à ce titre coporteurs d'un certain nombre de brevets sur les codages MPEG, sur la contribution à la définition des normes de la famille DVB-T. Et aujourd'hui, bien évidemment, la télévision numérique hertzienne, couplée avec Internet, avec la norme HBB, la haute définition et puis la transition aujourd'hui et demain sur l'ultra haute définition terrestre. Donc pour tout cela, nous nous appuyons bien évidemment sur une infrastructure. Alors vous avez une carte postale qui vous montre, je dirais, un certain nombre, qui illustre un certain nombre de nos sites. Bien évidemment, vous connaissez la Tour Eiffel. Peut-être que vous vous êtes appuyé sur le pilonné de 30 mètres tout en haut de la Tour Eiffel et vu ces 48 panneaux blancs qui assurent une couverture de l'ensemble du territoire d'Île-de-France, qui couvre plus de 10 millions de franciliens, et puis bien sûr d'autres sites caractéristiques, comme par exemple le Mont Ventoux. Ceux qui suivent le Tour de France peuvent s'y référer. Et puis nous avons des sites qui ont des couvertures beaucoup plus modestes, de l'ordre de 500 habitants. Donc nous avons vécu au sein de la France et de l'Europe donc des projets de migration majeurs. Et donc nous avons aujourd'hui su démontrer cette capacité à gérer donc globalement les défis qui sont à relever lorsque l'on a à assurer cette transition, aussi bien des défis techniques, bien sûr, des défis technologiques, les fréquences, les aspects réglementaires, la communication vers la population et l'accompagnement, puisqu'il y a aussi un changement pour le téléspectateur, et puis bien évidemment la compatibilité des téléviseurs. Et donc en 2005-2007, lorsque nous sommes trouvés face à la décision de migration, ce sont donc des dizaines d'ingénieurs, de techniciens, de chercheurs, de marketeurs qui se sont mobilisés pour relever ce défi de la télévision numérique et de la transition numérique terrestre. Et d'ailleurs, avec l'extinction du dernier site analogique à Montpellier en novembre 2011, donc il y a tout juste 2 ans, aujourd'hui, nous poursuivons encore cette extension avec les 6 nouvelles chaînes de la télévision numérique terrestre. Donc c'est cette expérience accumulée au cours du temps, ces différents sous-ensembles que je viens d'évoquer, qui sont aujourd'hui autant d'éléments d'expérience que nous pouvons vous apporter en tant que conseil pour permettre d'assurer dans les meilleures conditions la transition. Et cette transition se fait bien évidemment sur la base de construction de réseaux. Vous avez
une image humoristique qui présente le déploiement sur la Tour Eiffel. Ça veut dire qu'il faut être organisé, qu'il faut être industrialisé. Mais pour y arriver, il y a un certain nombre de prérequis sur lesquels nous devons travailler et vous devrez travailler. Alors d'abord, bien sûr, le premier élément, c'est la couverture. La couverture, par exemple, pour le cas de la France, c'est plus de 1600 sites. C'est 2 fois moins que l'analogique pour pouvoir assurer le même couverture, c'est-à-dire 97% de la population. Alors bien sûr, c'est un exemple, ce n'est pas forcément celui qui s'applique dans chacune des contrées, dans chacun des pays, compte tenu de la diversité de répartition de la population, compte tenu des problématiques de relief, etc. Mais c'est en tout cas pour dire que le préalable pour permettre de déployer ce réseau nécessite de préparer d'abord le choix des multiplexes, de savoir dans quel ordre vous souhaitez le faire, savoir s'il s'agit de couverture nationale, de couverture multiville, s'il s'agit de déploiement d'un seul coup, ce qu'on appelle la nuit bleue, c'est-à-dire que du jour au lendemain, à l'heure précise, on bascule de l'analogique au numérique, ou si ça se fait par étapes, de manière à rechercher à la fois le sujet de la diffusion, mais aussi l'équation économique optimale pour permettre de déployer un réseau à moindre coût. Donc cet élément est important puisque c'est lui qui va donner la flexibilité, savoir si vous voulez lancer un multiplex précurseur, si vous voulez faire du simulcast. Et donc ces éléments, nous les avons vécus sur les différents pays européens dans lesquels nous avons une plateforme hertzienne et donc doivent permettre de gérer cela. Et bien sûr de gérer derrière le plan de fréquence qui va être le deuxième élément constitutif de ces éléments de couverture. Le troisième élément, c'est l'économie en elle-même, puisque, comme je le disais, nous recherchons l'optimum dans le déploiement, dans la façon d'organiser et d'industrialiser nos systèmes, qui vont de l'émetteur, qui vont de l'équipement de transmission, du transport, jusqu'à la réception, du design des antennes, mais aussi pour l'éditeur. C'est un élément très important, puisque avec la télévision numérique, et je sais qu'aujourd'hui en Afrique, on est plutôt parti sur des standards du type DVB-T2, MPEG 4, et donc on sait qu'on peut diviser par un facteur 10 à 12 les coûts d'émission pour l'éditeur, les coûts de production, de manière à avoir une transition numérique efficace. Et puis c'est aussi un levier de croissance pour les pays qui déploient cette télévision numérique terrestre, de manière à pouvoir renforcer l'offre éditoriale et multiplier, panacher, je dirais multiplexer à la fois des télévisions et un service public, mais aussi intégrer des éléments et des services privés, voire des chaînes multithématiques pouvant adresser un certain nombre d'intérêts multi-pays. Le quatrième élément que je souhaiterais souligner, c'est bien sûr l'architecture de ce réseau au sens de sa complémentarité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons une infrastructure qui se base d'abord sur l'infrastructure existante, donc du diffuseur national. Est-il suffisant? Faut-il le compléter? Et donc sur la base de ces éléments, on a la possibilité soit d'étendre cette couverture par les moyens terrestres lorsque nous sommes sur des zones denses, soit par le satellite lorsque nous sommes dans des zones plus dispersées ou pour compléter cette couverture. Pour le transport des signaux, nous nous basons sur notre réseau ultra haut débit en fibre optique. Tout le monde n'est pas fibré et tout le monde n'a pas la fibre qui va jusque dans les coins les plus reculés. Si on a la fibre à Tambacounda au Sénégal, on ne l'a peut-être pas à Bobo Dioulasso au Burkina Faso. Et dans ce cadre de figure, on peut mettre en place des moyens de transport du signal par le satellite de manière à acheminer le multiplex
jusqu'au site de diffusion. Et nous le faisons nous-mêmes pour nos propres besoins. Nous le faisons aussi lorsque nous servons les territoires d'outre-mer, puisque nous avons notre tête de réseau basée à Paris, et ensuite nous faisons transporter le signal sur les territoires pour pouvoir les réémettre avec les éléments de diffusion. Donc, cette complémentarité et cette coordination qui est nécessaire aussi, coordination dans la complémentarité, coordination aussi au niveau des fréquences, puisqu'il est important de pouvoir gérer l'interaction des fréquences au sein d'un même pays. Ce que nous faisons avec 1600 sites, c'est plus de 12 000 fréquences qui doivent être brassées, gérées et organisées de telle sorte qu'il n'y ait pas de brouillage pour la réception. Mais nous devons tenir aussi compte de nos voisins. Nous devons par exemple en France nous coordonner avec 8 voisins et donc faire en sorte d'assurer une qualité de signal, une qualité d'image pour le téléspectateur dans un service finalement universel qui est important quand on sait le taux d'équipement et la pénétration moyenne des téléviseurs aujourd'hui au sein de l'Afrique et au sein de ces pays. C'est important d'avoir ces éléments économiques en tête. Et cela permet aussi de dimensionner de façon optimale les multiplexes de manière à trouver la bonne solution. On a par exemple testé les plans de fréquence sur la Côte d'Ivoire pour voir que suivant les conditions, suivant la façon dont les choses pouvaient être gérées, on pouvait aller d'1 à 4 multiplexes numériques sur le territoire. Donc ça veut dire que ces 4 éléments clés, la façon de s'organiser pour la couverture, l'équation économique, la complémentarité de couverture et ces coordinations sont vraiment des éléments clés. Et nous, TDF, nous avons au sein de notre ADN pu gérer, interagir avec les gouvernements, les autorités de régulation, les autorités de gestion de coordination des fréquences et les différents acteurs, éditeurs, multiplex, de manière à pouvoir garantir ce service et offrir aujourd'hui un service de très grande qualité à nos concitoyens. Voilà donc en quelques mots, je pense, quelques éléments de base sur la réflexion sur la couverture. Et bien évidemment, demain, mon collaborateur Olivier Gombert rentrera plus dans le détail de notre offre et de ce que nous pouvons apporter, ce transfert de compétences, ce savoir que nous pouvons, je dirais, démultiplier auprès de vous, auprès de vos administrations, pour un développement efficace de cette transition numérique. Je vous remercie. Bien, maintenant, la parole est à Eutelsat, dont on va s'envoyer en l'air, enfin un petit peu, façon de parler, pour vous réveiller. Donc, Merci beaucoup. Tout ça nous conduit quand même à 36 000 km, donc c'est un grand exercice. Mesdames et messieurs les ministres, bonjour. Je suis le directeur des affaires internationales d'Eutelsat, Jean-François Bureau. Je suis très heureux de pouvoir partager avec vous les réflexions concernant cette transition vers la TNT et le numérique. C'est pour nous, Eutelsat, un sujet extrêmement important et pour lequel nous avons travaillé, en particulier dans le cadre de la transition qui s'est opérée en France et dont on a rappelé à l'instant quelques aspects. Nous avons été très heureux de travailler en particulier avec l'ambassadeur de Brociat qui a piloté ce dispositif du côté français et qui aujourd'hui fait que Eutelsat est un des acteurs de la télévision numérique puisque près de 2 millions de foyers français reçoivent la télévision numérique, les chaînes de la TNT par le satellite. Nous sommes donc... le satellite est l'instrument qui... voilà, je pense qu'on va... Merci beaucoup. Le satellite aujourd'hui est à la fois une réponse qui nous paraît appropriée et complémentaire, comme M. Mounier vient de l'évoquer, de l'ensemble des autres réseaux,
Et d'autre part, le satellite est également, et je pense que c'est une perspective que l'on peut d'ores et déjà intégrer dans la réflexion, la ministre, Madame Pellerin, l'a évoqué dans son introduction tout à l'heure, nous pouvons aussi travailler sur des configurations dans lesquelles la fourniture de l'accès Internet est prise en compte. Alors pourquoi est-ce que le satellite est un élément, une composante à nos yeux indispensable de la transition numérique? C'est d'abord parce qu'il a quelques qualités intrinsèques. Sa qualité principale, c'est que le coût de la couverture est indépendant de la localisation du bénéficiaire, puisque le satellite, dans sa zone de couverture, délivre un signal qui va être, dont le coût va être indépendant et identique partout où que se trouve le bénéficiaire. Second aspect qui permet de donner au satellite et qui aujourd'hui, je pense, a un sens particulier dans le débat qui est le nôtre, c'est que les infrastructures satellitaires sont là, sont déjà en orbite, sont dans l'espace, et donc par rapport à cette préoccupation que beaucoup d'entre vous ont exprimée ce matin dans vos interventions de calendrier, de respect des échéances de 2015 en particulier, il y a en tout état de cause des solutions qui peuvent être apportées par le satellite puisqu'il est d'ores et déjà disponible. Alors je voudrais aborder d'abord l'aspect audiovisuel puisque c'est le sujet premier de vos préoccupations et de dire que évidemment nous prenons en compte, ça a été rappelé par plusieurs interventions, nous prenons en compte tous les développements qui vont intervenir dans le domaine télévisuel en Afrique dans les années à venir, à la fois, comme cela a été dit à plusieurs reprises, la jeunesse de la population et son appétit, son intérêt pour toutes les informations, pour tous les modes de consommation audiovisuelle, et d'autre part le levier que peut constituer la transition vers le numérique en termes d'innovation du point de vue économique, du point de vue des entreprises. Il est vrai, et nous prenons cela en compte également dans nos réflexions, qu'aujourd'hui, la réception reste majoritairement hertzienne, à 85%, 86%, et qu'il y a des possibilités de progression de la diffusion des télévisions et des chaînes de télévision sur le continent qui sont considérables si on le compare aux autres régions du monde. Et donc, il nous apparaît qu'il y a un grand enjeu qui est, à travers le passage de l'analogique au numérique, il y a un grand enjeu qui est précisément le développement de la télévision en Afrique, à la fois dans ses infrastructures et dans ses contenus. Alors, le calendrier, on le connaît, il a été rappelé plusieurs fois, et c'est vrai que pour tous, le rendez-vous de 2015, le rendez-vous de juin 2015 est une étape tout à fait cruciale qui oblige à s'organiser, à programmer, à planifier, à définir des mécanismes de pilotage, car la contrainte de temps est véritablement un stimulant, mais aussi va créer des attentes dans la population que nous devons savoir satisfaire. Ces objectifs, on l'a rappelé, M. Rancil l'a rappelé ce matin, ont été réaffirmés à de nombreuses reprises. Et donc, certes, le rendez-vous de 2015 est un rendez-vous à caractère politique, mais c'est aussi un caractère technique et opérationnel qu'il s'agit d'assumer et d'accomplir en bon ordre. Quelques rappels rapides sur la place que représente d'ores et déjà le satellite dans la télévision en Afrique, dans la diffusion de la télévision. Il y a une croissance qui est très forte de la diffusion satellitaire des télévisions sur le continent. Aujourd'hui, il y a environ 1500 chaînes qui sont diffusées par satellite et Eutelsat en transporte la moitié à peu près, plus de 700, qui se trouvent naturellement sur la flotte de satellites des vecteurs tout à fait appropriés, on y reviendra, et d'autre part, avec des qualités de continuité de service qui sont pour nous tout à fait essentielles. La question des interférences et des risques de discontinuité dans le service a été évoquée également à plusieurs reprises. Il est bien entendu que la continuité de service est pour l'opérateur de satellite son premier engagement vis-à-vis de ses clients et un point sur lequel nous sommes extrêmement vigilants. Alors pourquoi est-ce que nous pensons que le satellite
est une composante de la transition numérique et en complément des solutions terrestres. C'est d'abord parce que la disponibilité est là. Il y a donc une solution qui permet d'envisager de passer à l'acte, si je puis dire, très vite. Et deuxièmement, comme on l'a déjà évoqué, de le faire en prenant en compte l'ensemble des territoires d'un État, c'est-à-dire les populations qui ne seront pas rapidement ou prochainement raccordées au réseau terrestre. Et donc, dans toutes les stratégies qui ont été évoquées, les livres blancs, les documents d'orientation que les uns et les autres avaient élaborés, il nous paraît important que la prise en compte de l'ensemble des populations, où qu'elles se situent, où qu'elles se trouvent, puisse leur permettre de bénéficier aussi de cette transition vers le numérique. En effet, les réseaux hertziens terrestres vont avoir, et je pense que on constatera les mêmes phénomènes que ceux que l'on constate par exemple en Europe ou dans les autres continents, c'est-à-dire que les zones urbaines vont être couvertes assez rapidement par les réseaux terrestres et que la question qui très vite sera posée sera de savoir comment les autres populations qui ne seront pas directement incluses dans les déploiements terrestres en zone urbaine pourront être servies. Et de ce point de vue-là, je voudrais souligner, comme M. Mounier l'a évoqué tout à l'heure, que le satellite a deux fonctions. Il a une fonction de service délivré à l'utilisateur final direct, ce qu'on appelle le DTH, Direct to Home. Mais aussi, il a pour fonction de pouvoir servir des têtes de réseau terrestres, et donc il y a une complémentarité, j'allais dire, par construction entre les services apportés par le satellite et les services apportés par les réseaux terrestres, et il y a une complémentarité opérationnelle, concrète, technique, à travers le signal transporté par satellite, délivré à des têtes de réseau terrestres qui sont ensuite en contact avec l'utilisateur final. Alors le petit graphique qui suit sur ces planches va illustrer cette double dimension du transport du signal, donc à la fois vers les foyers qui peuvent être isolés en DTH et d'autre part vers les têtes de réseau qui ensuite rediffusent vers les foyers en usager final le transport. Alors ce qui est important, c'est que c'est le même signal qui peut être simultanément acheminé vers des foyers individuels et vers des têtes de réseau. Et donc, c'est bien un même réseau qui a des effets multiplicateurs, en quelque sorte, sur le plan, dans sa capacité à atteindre un volume d'utilisateurs, un volume de bénéficiaires important. Quels sont les avantages et les limites du satellite ? Ils sont d'abord, je l'ai dit, la disponibilité immédiate, l'instantanéité. C'est un point, je crois, important pour amorcer les usages et les utilisations des chaînes de télévision numériques, de permettre rapidement de mettre en place les équipements qui feront qu'avec un délai de mise en œuvre très court, des changements significatifs seront apportés. Et je pense que les populations s'en apercevront et mesureront qu'il se passe quelque chose, que cette échéance de juin 2015, avec cette instantanéité, n'est pas une chimère ou un mirage, mais véritablement un objectif qui peut être matérialisé et atteint. Le deuxième aspect, et donc du point de vue des délais du passage à la TNT, je crois que c'est une contribution tout à fait essentielle. Deuxième aspect, c'est l'aspect économique, on l'a déjà rapidement évoqué. Il y a une économie générale des réseaux satellitaires qui permet de mobiliser des ressources peut-être plus limitées pour atteindre des populations qui ne le seraient pas dans d'autres configurations. Et donc, j'ai en tête plusieurs de vos interventions ce matin, celle du ministre du Burkina Faso par exemple, l'enjeu du financement qui a été évoqué à plusieurs reprises est évidemment un enjeu important, et nous pensons que dans l'équation efficacité, efficience, la contribution satellitaire est un élément qu'il faut retenir. Enfin, la couverture à 100% du territoire. Nous ne prétendons pas vouloir capturer, si j'ose dire, 100% du marché, ça n'est pas notre ambition. Par contre, ce que nous pouvons faire, puisque nous pouvons atteindre les foyers, les populations qui seront les plus distantes des centres urbains, qui peuvent être celles qui seront ignorées dans les déploiements
préliminaire, eh bien, il y a un enjeu social d'égalité d'accès à l'information que certains ont évoqué, qui peut être rempli. Voilà donc quelques avantages du satellite. J'ai insisté également sur la continuité de service. Avec plus de 30 satellites aujourd'hui, Eutelsat, qui est le 3e opérateur mondial, est en mesure évidemment de s'astreindre et de s'obliger vis-à-vis de ses clients à cette continuité de service, à la qualité de service. Nous sommes d'ores et déjà en train de travailler sur les standards ultra haute définition et de transporter les signaux en UHD avec les standards les plus nouveaux et les plus importants que, par exemple, pour la convergence numérique, le standard HBB qui a été évoqué également, c'est quelque chose sur lequel nous travaillons d'ores et déjà avec des partenaires. Il y a un point qui est également important, c'est que le satellite est une infrastructure qui a une capacité évolutive. En d'autres termes, si des bouquets de chaînes payantes apparaissent sur le marché, offrent leurs services à des populations qui ont des intérêts ou des sujets de prédilection plus ciblés, eh bien, le satellite sera parfaitement capable de s'adapter à ces nouvelles offres. Et donc, l'accroissement de l'offre, qu'elle soit gratuite ou payante, sera accompagné par le satellite sans difficulté majeure. Alors, je voudrais rapidement, puisque Mme Pellerin a mentionné ce point, la liaison entre la transition numérique dans le domaine de la télévision et l'enjeu plus large des nouvelles technologies et des technologies de l'information, dire juste un mot de ce que nous faisons en matière d'Internet haut débit. Dire un mot parce que, là encore, nous nous appuyons sur ce que nous avons fait au cours des dernières années, qui est d'avoir un satellite en bande Ka, qui s'appelle le satellite KASat, qui a une couverture de 55 pays, y compris des pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, avec une technologie nouvelle d'architecture de satellites. C'est des satellites construits avec des faisceaux, des beams, chacun étant dirigé vers une zone particulière. Des réutilisations de fréquences qui permettent une puissance tout à fait élevée, puisque le satellite, dans sa globalité, peut délivrer aujourd'hui 90 gigabits, et nous assurons pour nos clients 20 mégabits de réception et 6 mégabits d'émission pour l'Internet. Ce qui veut dire qu'avec ce niveau de puissance, combiné avec des têtes qui peuvent recevoir la télévision, nous pouvons assurer sur le même équipement, la même antenne, avec 2 têtes, une pour l'Internet, une pour la télévision, le triple play, c'est-à-dire la téléphonie, la télévision, toutes les chaînes de la télévision de la TNT, et l'Internet 20 mégas, 6 mégas, avec un seul équipement pour l'utilisateur, ce qui est évidemment un point important. Alors, ce que je voudrais simplement vous dire, c'est que nous n'entendons pas, évidemment, arrêter nos efforts pour fournir de l'Internet par satellite, et nous travaillons actuellement sur un nouveau projet qui serait celui d'un satellite à haut débit pour desservir l'Afrique, qui aura des applications multiples. Je évoque ce point parce que c'est un sujet qui mobilise beaucoup nos équipes, sur lequel nous n'avons pas encore pris de décision définitive, donc je ne veux pas donner le sentiment de venir faire des annonces, simplement vous indiquer les orientations de travail qui sont les nôtres. Les couvertures qui sont envisagées sont l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, et surtout, comme nous l'avons vu sur l'Europe, et au sens large du terme, y compris dans certains États, encore une fois, du continent africain, les applications qui se mettent en place avec un satellite du type KASat sont des applications extrêmement fortes et extrêmement pertinentes pour l'administration. Par exemple, la relation entre les préfectures, les sous-préfectures, les mairies, les services publics, la police, la gendarmerie sont très très rapidement transformées par la mise en œuvre de ces technologies. Dans le domaine de l'éducation, nous avons tous en tête l'ampleur des changements qui sont introduits par la e-éducation et à quel point les nouveaux outils pédagogiques sont très puissants et très importants. Et enfin, le satellite KASat aujourd'hui a déjà fonctionné dans certaines situations de crise comme étant le secours pour tous les réseaux de télécommunications et Internet qui sont écroulés, si j'ose dire, du fait d'une situation de séisme, de tsunami ou de catastrophe naturelle. Et donc, aujourd'hui, il nous paraît que pour faire face et pour la définition des plans de gestion de crise
que les autorités, les pouvoirs publics dans tous les pays élaborent, eh bien, la solution satellitaire pour l'Internet est également le backup qui permet d'assurer la continuité et la coordination des secours dans ces configurations. Voilà ce que je voulais vous dire et simplement pour conclure, vous dire que, comme cela a été évoqué par beaucoup d'entre vous, nous envisageons et nous travaillons sur ces sujets avec une volonté très claire, satisfaire les besoins du continent africain et surtout, et en particulier, de sa jeunesse. Aujourd'hui, Eutelsat, avec 4700 chaînes de télévision diffusées dans le monde, est, je l'ai dit, le 3e opérateur mondial. Nous avons 300 ans d'expérience cumulée dans la gestion de satellites. La durée de vie totale de toute notre flotte représente plus de 350 ans. Et comme ces quelques photographies vous l'illustrent, nous avons, au cours des dernières années, avec notre partenaire MultiChoice, eu à cœur de promouvoir l'intérêt des jeunes Africains et de jeunes universitaires pour les questions du développement des nouvelles technologies d'origine spatiale. Et donc, vous avez là la photographie de nos brillants lauréats des 2 dernières années, qui sont pour nous aussi des emblèmes de la population avec laquelle nous voulons travailler pour l'avenir et en satisfaisant vos besoins. Merci infiniment. On va revenir sur Terre donc maintenant et on va même atterrir dans la charmante ville de Dakar. Donc je laisse la société Cyrradel venir sur le floor et expliquer ses projets. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs les ministres. Tout d'abord, je remercie la DG6 de nous donner l'opportunité à une PME française de se présenter face à une délégation de cette qualité, et je souhaite la bienvenue à toute la délégation africaine. La présentation que nous allons faire, donc Emmanuel Bavrel et moi-même, c'est après une brève introduction de notre société, c'est vous présenter une étude de cas qu'on a pu réaliser sur la ville de Dakar pour simuler le dimensionnement d'une infrastructure DVB-T2. Alors, Cyrradel est une société, c'est une PME indépendante et innovante que nous avons démarrée il y a maintenant une vingtaine d'années. Et nous sommes spécialisés dans le cycle de vie d'un réseau radio, nous sommes spécialisés sur la partie dimensionnement. Donc le dimensionnement, typiquement, constitue apporter les réponses les plus fines possibles sur où placer des antennes, combien il en faut, et en essayant effectivement de faire le moins d'erreurs possible, parce que effectivement, à ces réponses s'en suivent des décisions importantes d'investissement. Et dans notre métier, le métier de la prédiction de la couverture des ondes électromagnétiques, le moindre dB d'écart peut avoir comme conséquence de l'ordre de 10% du coût de l'infrastructure qui peut changer. D'où la nécessité, compte tenu de l'évolution des réseaux, de la complexité des réseaux, l'interactivité entre les différentes couches de réseau, il est nécessaire de pousser les études, de pousser les analyses avant même de prendre des décisions d'investissement. Donc c'est ce que nous faisons. Nous le faisons pour tout type de réseau, les réseaux mobiles dans plus de 60 pays dans le monde, bien sûr sur le continent africain comme des travaux effectués au Cameroun, au Sénégal, au Nigeria et dans d'autres pays. Nous devons donc faire des études en considérant l'environnement, donc la géographie, on l'a évoqué un petit peu ce matin. Le spectre, c'est un élément fondamental. On oublie trop souvent qu'il y a déjà des réseaux, qu'il y a déjà un spectre, et ceci peut complètement changer le coût d'une infrastructure. Donc ça, c'est le premier conseil que je donne, c'est que pour chaque pays, il y a un contexte spectral spécifique, il y a une géographie spécifique, il y a un besoin spécifique, et en intégrant l'ensemble de ces contraintes, on peut réellement dimensionner un réseau. Et il n'y a pas de règle d'or, de règle de 3 qui vaille dans le domaine du dimensionnement des réseaux. On a l'habitude de dire que le premier outil de planification des réseaux, c'est le compas, où on faisait des cercles.
Aujourd'hui, il faut aller beaucoup plus loin et ce sont des milliers d'heures de calcul pour réussir, encore une fois, à répondre à ces questions simples, combien d'antennes, où les mettre et quelles caractéristiques. Donc, effectivement, pour vous donner juste une illustration, alors les images ne sont pas très nettes, mais au centre, vous avez un exemple de dimensionnement d'un réseau qui est effectué sur le centre de Paris. Donc ça, c'est un réseau professionnel. Vous voyez ces différentes taches de couleurs qui représentent les zones de service allouées par les différentes antennes sur cette zone. Pour réaliser ce genre de carte, il est nécessaire d'une part de modéliser en 3 dimensions et au mètre l'ensemble de la ville. Donc ce sont des choses que l'on fait aujourd'hui dans le monde entier en programmant des prises de vue par satellite à 30 cm de définition. Donc, ce sont des choses qu'on fait également bien sûr en Afrique. C'est la première chose, avoir une bonne modélisation de la géographie. La deuxième chose, il est nécessaire quelquefois d'aller sur le terrain, de se rendre compte de l'environnement spectral, du bruit ambiant, et ceci nous donne beaucoup d'informations sur les interférences qui vont être un paramètre fondamental sur le dimensionnement des réseaux. Vous pouvez prendre effectivement le même pays, la même technologie, si vous considérez le réseau existant ou pas, c'est-à-dire les possibilités, les risques de brouillage, vous allez avoir une infrastructure totalement différente. Il va y avoir ensuite à réfléchir sur la topologie des réseaux. Est-ce qu'il faut mettre de très grandes antennes ou combiner très grandes antennes, plus petites antennes, et aussi pour quel objectif? Une chose qui est fondamentale aussi de voir, c'est l'évolution des réseaux. On parlait de saut technologique. On est entre le 3 et la 4G à peu près partout dans le monde. Il y a eu des annonces encore récemment d'opérateurs, d'équipementiers qui se lancent déjà dans la 5G. La 5G, c'est 100 milliards d'objets connectés. C'est-à-dire que les télécoms, en fait, il y a 2 paradoxes pour moi. Les infrastructures télécoms aujourd'hui consomment 10% de la consommation électrique mondiale. Donc, avec ce qu'on a entendu ce matin, l'Afrique qui va avoir un facteur 25 de croissance, il va y avoir donc une consommation électrique liée au développement de ces infrastructures. Ça, c'est le point négatif. Le point positif, heureusement, c'est que toutes ces infrastructures vont se retrouver dans l'ensemble des industries. Pour la maîtrise énergétique, la maîtrise de l'eau, par exemple, nous allons mieux maîtriser la consommation de toutes nos énergies. Et donc, ça, c'est vraiment le côté positif, et on peut arriver à faire des économies substantielles de l'ordre de 30%, voire plus, sur la consommation des autres énergies. Donc, la notion de dimensionnement de réseau est vraiment fondamentale et ne touche pas uniquement les télécoms, elle touche l'ensemble de l'économie des industries. Alors, notre rôle, c'est effectivement de se doter d'outils. Donc, nous développons des outils, nous produisons beaucoup de données, nous allons sur le terrain pour faire des mesures. Et la dernière chose qui est fondamentale, c'est que nous faisons un transfert de compétences. Puisque les outils, les études n'ont de sens que si elles sont faites par les gens qui seront directement concernés. Donc, pour nous, c'est une chose très importante d'accompagner les gens et en leur donnant, on l'espère, les meilleurs outils qui existent sur le marché. Je vais arrêter là cette introduction et je vais passer la parole à Emmanuel Bavrel qui va vous faire une petite étude de cas, présenter une étude de cas sur Dakar où on a fait une petite étude fictive de déploiement d'un réseau DVB-T2. Merci Laurent, bonjour mesdames et messieurs. Donc, je vais vous présenter comment pratiquement Cyradail est à même d'aider les institutions et les régulateurs ainsi que les opérateurs dans leur problématique de déploiement de réseau et de dimensionnement de réseau. Donc, on a fait une analyse sur une zone très spécifique, la zone de Dakar au Sénégal, une zone qui fait environ 460 km². Je vais vous présenter comment on a abordé cette problématique de couverture radio sur une problématique broadcast pour la zone de Dakar. Donc, tout d'abord, nous avons pris en compte les éléments de l'environnement, donc la base de données géographique. Donc, Cyradail à partir d'images satellites haute définition, donc juste pour vous donner une idée de l'ordre de 50 cm par pixel, donc très très précis. Nous avons réalisé une base de données géographique très détaillée de Dakar. Vous voyez en haut à gauche un modèle numérique de terrain de la zone de Dakar,
avec une résolution de 1 mètre, donc c'est une zone relativement plane. Vous voyez en haut à droite un modèle numérique d'occupation des sols, donc, qui présente donc, comment sont utilisés donc, le terrain, donc quel type de bâtiment par zone. Et en bas à gauche, donc, les vecteurs 3D donc, qui définissent de manière très précise chacun des bâtiments de la zone. Donc des milliers de bâtiments qui ont été modélisés sur la zone de Dakar. Donc, on a donc modélisé l'environnement, mais nous avons également donc, pris en compte le réseau télécom. Donc, pour cela, nous avons pris donc, la topologie du réseau existant sur la zone de Dakar pour du broadcast analogique. Donc, actuellement, le site de radio-télévision sénégalaise qui est utilisé donc, au sud de Dakar. Nous avons pris en compte donc, une antenne d'émission omnidirectionnelle pour l'étude. Et nous avons également pris en compte donc, 3 niveaux d'émissions différents pour bien illustrer donc, l'impact que peut avoir donc, des niveaux d'émissions différents et donc des coûts différents également. Nous avons également donc, pris en compte les paramètres de réception et le signal qui est utilisé. Donc, en réception, donc, nous avons considéré des antennes de type râteau que nous avons positionnées donc, sur l'ensemble des bâtiments, sur les toits, donc des antennes directionnelles dirigées vers le site d'émission. Nous avons considéré 4 configurations différentes. Donc, il y a la norme DVB-T, donc la configuration 1, avec donc, une modulation spécifique, mais qui au final donc, donne un débit utile max de 22 mégabits par seconde. Nous avons utilisé donc, cette configuration pour la comparer avec une configuration équivalente en DVB-T2 et vous montrer donc, l'intérêt du DVB-T2 sur la zone de Dakar. Et nous avons pris en compte 2 autres configurations, donc DVB-T2 donc, un peu plus performantes en termes de débit, qui permettent donc d'illustrer donc l'impact que peut avoir donc une augmentation du débit et donc une augmentation de l'impact économique également. Parce que qui dit débit, dit débit augmenté, dit nombre de chaînes que l'on peut diffuser qui est plus important. Donc, je vous présente rapidement donc, le type de résultat que nous avons obtenu pour chacune des configurations. Donc là, un exemple sur une configuration donc, avec une puissance d'émission de 1 kW sur la fréquence de 500 MHz, donc depuis le site de la RTS à Dakar, avec donc, en type de signal DVB-T2 en 64 QAM et avec un débit utile de 33 mégabits. Donc on obtient un niveau de signal reçu sur l'ensemble de la zone de Dakar, donc chacune des zones avec un niveau de champ reçu exprimé en dBm. Et en bas à droite, on en a déduit une qualité de réception du signal, donc, qui est en 3 niveaux, donc en niveau donc, de bonne réception en bleu sur la carte, en niveau vert donc, acceptable et rouge, donc pas de couverture. Donc au final, sur cette configuration, on a obtenu un taux de couverture de 99,6% de l'ensemble de la zone, donc ce qui est vraiment convenable. J'aimerais vous présenter donc l'ensemble des résultats donc, de l'étude. Donc, brièvement, le tableau reprend l'ensemble des configurations que nous avions, donc les 4 configurations de réception et de signal, ainsi que les puissances d'émission. Donc, on voit très clairement donc, entre les configurations RX1 et RX2, donc avec 2 normes différentes DVB-T et DVB-T2, on voit très clairement que la norme DVB-T2 pour un même débit, donc un même retour économique, disons, un nombre de chaînes diffusées équivalent, on a en DVB-T2 un taux de couverture qui est bien plus élevé. Donc on atteint proche de 100% avec quelle que soit la puissance d'émission. Sur les 3 autres configurations, donc RX2, RX3, RX4, qui sont en DVB-T2, donc là, la différence se situe donc au niveau de la modulation qui impacte le débit utile max. On voit clairement que plus le débit utile max est important, plus le taux de couverture est faible. Donc il y a un compromis à faire entre donc, le retour économique, donc le nombre de chaînes que l'on peut diffuser, le débit utile, la puissance d'émission, donc le coût, et enfin le taux de couverture de la population. Bon, suite donc, à ces résultats, j'aimerais maintenant donc, vous inviter à voyager avec moi jusqu'à Dakar, bon, de manière virtuelle évidemment. Et je vais vous présenter donc, notre solution d'aide à la décision, qui s'appuie donc sur les outils internes Cyradail et qui permettent donc aux régulateurs de prendre les décisions. Je me permets juste de changer, voilà, qui permet donc aux régulateurs et aux institutions de prendre les bonnes décisions concernant le déploiement et le dimensionnement de leur réseau. Donc, pour ceux qui connaissent Dakar, vous retrouverez donc la péninsule donc de Dakar. Donc, on peut librement circuler donc sur la carte, donc l'ensemble de la carte modélisée avec l'ensemble des bâtiments sur la zone. Mais ce que j'aimerais donc mettre en avant, c'est donc le site sur lequel donc l'émission s'est faite.
donc le site qui est représenté ici. On voit peut-être pas très bien, je me permets de basculer sur une autre vue. Donc comme vous voyez, on peut circuler librement. Donc à partir de ce site, évaluer donc le taux de couverture sur chacun des points de la carte, donc c'est-à-dire sur chacun des bâtiments. Donc pour cela, nous avons pris en compte donc l'étude de couverture. Donc là, une étude de cas sur 1 kW. Donc là, nous avons pris une émission à 1 kW sur le site RTS et essayer d'évaluer le champ reçu pour chacun des points. Donc, par exemple, je clique sur un des points. Donc là, nous avons toutes les informations utiles pour savoir donc, le niveau reçu sur ce point. Et maintenant, ce qui est intéressant pour nous, c'est de connaître la couverture en fait, de ce niveau de réception. Et donc là, sur du DVB-T 64 cam, donc on voit qu'il y a certaines zones qui ne sont pas couvertes, donc là en vert ou rouge. Alors que si on passe en DVB-T2 64 cam, on retrouve donc l'ensemble de la zone qui est entièrement couverte. Donc c'est difficile à ce niveau donc, de bien visualiser l'ensemble des éléments. Donc, je vous invite maintenant à aller sur une zone vraiment spécifique. Donc là, comme vous pouvez le voir, on peut faire une analyse très fine au niveau des quartiers. Donc là, sur ce quartier en DVB-T 64 cam, donc des zones qui ne sont pas très bien couvertes, alors qu'en DVB-T2 équivalent avec le même débit, l'ensemble de la zone est couverte. Et évidemment, si on augmente donc le débit, on voit que les zones couvertes sont quand même un peu plus faibles. Enfin, donc, pour terminer, je vous indique qu'on peut également faire une analyse très très fine pour chaque bâtiment, donc définir le taux de couverture. Ce qui permet, par exemple, de définir si on a besoin d'un site supplémentaire sur la zone ou éventuellement, quitte à ne pas déployer de nouveaux sites, faire un effort supplémentaire en termes de communication ou d'aide économique pour que les gens s'équipent avec des récepteurs un peu plus évolués. Donc, comme vous pouvez le voir, donc, selon le type de configuration, un niveau reçu donc, différent et donc un niveau de réception différent. Donc, tout cela pour remettre en avant donc, la possibilité que vous avez donc, grâce à Cyradail de prendre en compte donc, tous les éléments de l'environnement afin de dimensionner au mieux votre réseau et de prendre en compte toutes les questions stratégiques que vous pouvez avoir sur le sujet. Donc je vous remercie et vous invite à prendre les documentations qui se trouvent à la sortie sur votre gauche. Merci pour cette démonstration d'un outil de convergence télécom broadcast, puis ça sert aussi bien pour les réseaux 3 et 4G que pour la télévision.